Donc, je me présente, je suis Anna Dubois. Je travaille pour une entreprise d'énergie qui s'appelle Amarenco, qui est une entreprise qui produit de l'énergie solaire, de l'énergie renouvelable, dans 5 pays européens. Ça fait 10 ans qu'on produit de l'énergie. C'est une industrie qui est verte au départ et je suis là pour vous parler de biodiversité. Donc la biodiversité, en tant qu'énergéticien, ce n'était pas forcément le secteur initial où vous nous attendiez. Et on parle de biodiversité parce que on est un secteur qui a un impact sur le sol. On est un secteur qui, au vu des besoins que nous avons en France, que nous avons en Europe, de produire de l'énergie renouvelable, de produire de l'énergie de façon croissante encore, est amené à utiliser du sol. On utilise des toitures, on utilise des parkings, mais il faut, et on ne peut pas se passer de ça, aussi utiliser du sol. Quand on regarde le sol qu'on va utiliser, et on parle à l'échelle européenne de centaines de milliers d'hectares, on peut se dire que c'est un sol qu'on va venir accaparer pendant 30 ans, pendant 40 ans. On peut se dire que c'est un sol qui va être abandonné pendant ce temps, où on va raser l'herbe en dessous, ou voilà, on n'ira pas plus loin. Ou alors on peut se dire que ce sol, au final, l'infrastructure solaire, et c'est ça qui est spécial dans le solaire aussi par rapport à d'autres infrastructures, ne va en utiliser que 5%. C'est de l'espace qui est utilisé pour les poteaux qui soutiennent les panneaux, par exemple. C'est plus près, d'accord. C'est de l'espace qui est utilisé pour les routes également. Donc, il nous reste 95% du sol, de l'espace sur lequel on peut aller régénérer. Et on a choisi, il y a quelques années, de parler de régénération et de devenir une entreprise régénérative. Donc là, je suis là pour vous présenter la solution de solaire régénératif. Qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Eh bien pour ça, déjà, il faut aller sur un terrain qui est dégradé au départ. Si on va sur une forêt, ça va être très très compliqué d'aller faire du net positif, d'aller créer une résilience sur le terrain. Pour ça, il faut aussi construire la centrale en pensant à l'écosystème en premier. Donc avoir tout un process qui fait en sorte qu'on va regarder quel est l'écosystème, quels sont ses besoins et comment on va aller les améliorer. Et pour ça, eh bien, il y a des experts qui apprennent à le faire. On a développé l'expertise en interne, mais on développe l'expertise en externe aussi maintenant. Et il faut trouver sur chaque écosystème quels sont les besoins propres de l'écosystème et aller les déployer. Donc on a développé des solutions qui permettent sur la partie sous panneau, et c'est très bien parce que juste avant il y avait une partie sur le sol, une présentation sur le sol, qui nous permettent d'aller régénérer le sol. Donc nous avons un process qui nous permet de mesurer sur 6 indicateurs de régénération l'impact, l'état de santé de l'écosystème avant la construction de la centrale, de mettre en place des actions de régénération. Ça va aller de plantes spécifiques qui iront nourrir le sol en carbone, qui iront le décompacter, qui iront le dépolluer dans certains cas. Et nous suivons l'évolution de ces 6 impacts après la construction de la centrale, puis tous les 3 ans pendant la durée de vie de la centrale. Donc, tout ce programme que je vous décris, c'est le programme ECO, qu'on a appelé le programme ECO. Ça nous permet de mettre en place des projets net positifs sur les centrales solaires. Ça permet de déployer ces projets, de mesurer leur impact et de créer des attributs écologiques net positifs de régénération qu'on va aller intégrer dans les contrats de vente d'énergie. Donc les entreprises qui achètent notre énergie vont pouvoir acheter non seulement une énergie des électrons, non seulement une énergie qui est renouvelable via un instrument qui s'appelle les garanties d'origine, mais aussi une énergie qui a produit des bénéfices nets de robustesse de l'écosystème, de stockage de carbone dans le sol, dans les infrastructures écologiques, de restauration de la résilience de l'écosystème à travers sa vie. Et c'est un élément
qu'on met en avant dans nos contrats et qu'on vend à travers un produit qu'on a créé qui s'appelle les Eco-Regen Units. Voilà. Donc, je ne sais pas si on prend des questions, si on peut prendre des questions. D'accord, donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que sur les sujets de biodiversité, c'est vrai qu'on peut aller sur des sujets très larges. Je vous ai présenté l'approche qui permet à une centrale solaire de créer des bénéfices de biodiversité, de créer de l'habitat. Mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions. Oui ? Oui, les Eco-Regen Units, c'est un instrument contractuel qui permet de rendre compte des attributs écologiques d'un site de production d'énergie solaire. C'est-à-dire ça contient les bénéfices nets de biodiversité, les bénéfices nets de carbone, des bénéfices nets en dépollution. Et cet instrument peut être transféré. Exactement. Exactement. C'est intégré dans les contrats de vente d'énergie. Exactement. Bien sûr. Bonjour. Oui, bien sûr. Alors, c'est une excellente question. Alors oui, bien sûr, je vais répéter la question. Alors, la question porte sur la pollution, sur les terrains qui sont pollués sur lesquels on intervient et si la dépollution fonctionnera différemment avec ou sans panneaux, si je résume bien. Alors oui, on a des terrains qui sont pollués, plusieurs sources de pollution, soit industrielles, soit agricoles. Donc des façons de dépolluer qui vont être différentes. Il y a des problèmes sur les modèles économiques de la dépollution. Et la dépollution coûte très très cher. Donc très souvent les terrains pollués, aujourd'hui on sait qu'ils sont pollués, ou alors on ne veut pas savoir, et on a du mal à financer leur dépollution. Ce qui est permis par le projet solaire, et c'est une des différences. Donc il n'y a pas uniquement une différence technique, mais je vais rapidement revenir dessus. Mais il y a une différence de modèle économique, c'est-à-dire que des projets de régénération, il pourrait y en avoir sur une énorme partie du territoire, mais il faut les financer. Et ça demande de l'argent, et c'est des externalités qui ne sont pas souvent, qui ne génèrent pas des revenus. Donc là aussi, le fait d'avoir un projet solaire, ça permet d'avoir un modèle économique. Et sur les techniques de dépollution, on va travailler sur des techniques de phytorémédiation. Donc là, je rentre peut-être un peu plus dans le détail technique, c'est-à-dire d'aller dépolluer par les plantes. Il y a plusieurs façons de dépolluer par les plantes. Si vous voulez, juste après, on pourra en parler. Et on a un travail de recherche qu'on mène avec avec des universités et des cabinets experts sur le sujet pour identifier, pour trouver les plantes qui sont les plus efficaces pour dépolluer selon les polluants et qui fonctionnent sous panneau parce qu'on a effectivement une combinaison de facteurs assez différentes par rapport à une plaine en plein air. Donc on travaille, ouais, effectivement, c'est des techniques qui sont différentes mais qui fonctionnent bien. Chez nous, vous voulez dire ? Alors la part, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas. Le programme, on l'a lancé depuis l'année dernière sur l'intégralité de notre portefeuille. Donc on est encore en mesure. Aujourd'hui, sur les terrains qui ont été mesurés, on va avoir peut-être 20% qui sont pollués. Mais alors pollués, non pollués, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dégradés. Il y en a d'autres qui sont dégradés, mais sur d'autres éléments. Ça dépend. Oui, alors
Sur la pollution, alors là aussi, sur la pollution, c'est un de nos indicateurs. Nous avons 6 indicateurs, et je vais peut-être m'arrêter sur cette question-là, hein. Nous avons 6 indicateurs, on pourra en reparler après si vous voulez, qu'on va mesurer, et l'un d'entre eux, c'est la pollution. Aujourd'hui, nous mesurons la pollution dans le sol et nous travaillons avec un organisme externe, avec une entreprise tiers qui est Genesis, qui a leurs propres indicateurs qui sont revus par un comité scientifique, qui sont mesurés par des indépendants. Donc là-dessus, je peux vous renvoyer vers Genesis, hein, qui partagent leur méthodologie. Et on fait, sur la pollution, on va regarder des métaux lourds, on va regarder du cuivre, on va regarder différents éléments. Et la pollution va dépendre de chaque site, de chaque histoire. Donc là aussi, vous pouvez aller voir la méthodologie. Merci beaucoup. Merci Anna. N'hésitez pas à flasher le QR code pour plus d'infos et pour rester en contact avec Amar & Co. On passe au deuxième pitch. Je passe la parole à Brieux. Bonjour à tous. Je m'appelle Brieux Kérésit et je travaille pour Odyssée. C'est un bureau d'études qui travaille sur différentes thématiques, autant la biodiversité, l'environnement, la mobilité, en fait tout ce qui a trait au développement durable. Je vais vous en dire plus juste après. On va remettre la base de pourquoi on aide la biodiversité en entreprise et comment on peut le faire. Pourquoi on le fait? Parce que le constat de la biodiversité, je pense que vous devez commencer à le connaître. J'ai l'impression qu'il y a quelques experts dans l'Assemblée. On a perdu 73% des animaux sauvages depuis 1970. On a perdu 3/4 des insectes volants depuis 89. Un tiers des oiseaux de nos campagnes depuis 2005. Ça va très vite. On est dans la 6e crise d'extinction. Mais tout n'est pas perdu. Il y a plein d'actions qui fonctionnent. On est là pour vous accompagner et dont je vais vous parler juste après. Le problème, c'est que lorsque la biodiversité diminue, ce sont aussi tous les services qu'on reçoit de la nature qui diminuent, appelés services écosystémiques. Ça peut aller des matériaux, ça peut aussi passer par la régulation. Une biodiversité en bon état, c'est moins d'inondations. C'est aussi une meilleure résistance aux événements climatiques extrêmes. On a aussi un meilleur bien-être des collaborateurs, etc. 72% des entreprises européennes sont dépendantes de la biodiversité. Celles qui ne le sont pas, c'est plus ce qui est marketing, le droit, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'en sont pas totalement indépendants. Alors, Odyssée, c'est une entreprise qui a 30 ans. L'objectif, ça a été aussi de faire un projet régénératif. Ça a été développé sur une ancienne friche minière. Cette friche minière, donc en fait, c'est dans le Douaisis. Le Douaisis, c'est une énorme ceinture où il y a eu beaucoup d'exploitation du charbon. Donc le site a été récupéré, remis en état. Auparavant, c'était que du schiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est du schiste. Ce sont des petites pierres de couleur noire. Et aujourd'hui, ça donne ça. On a mis en place un plan de mobilité, un plan énergie, un plan aussi biodiversité. Ici, on peut voir notre mare. On peut voir les haies qu'on a mis en place, les panneaux d'information. On a aussi construit une éco-extension qui est ici présente, qu'on a construit grâce à nos partenaires TWI. Ce sont des architectes qui ont fait d'une structure bois-paille, donc qui est beaucoup moins impactante que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Plus près encore? Ouais, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Donc c'était un site régénératif. Et vous pouvez visiter ce site. Et vous pouvez aussi passer à l'action comme nous, on a pu le faire. On peut vous accompagner pour ça. Et on commence par Biodi. C'est moi qui ai créé cette entreprise qui fait maintenant partie du groupe. L'objectif, c'est de jouer pour comprendre ce que c'est la biodiversité, parce que c'est un domaine qui est assez complexe, et ensuite réfléchir à comment passer à l'action. La première partie, ça dure 1 heure. C'est une immersion ludique, immersive, et vous pouvez devenir facilitateur. Ça fonctionne comme la fresque. En 1 heure, on comprend, et en 1 heure de plus, on va aller voir, on va effleurer. Je vais vous parler après d'un autre diagnostic. On va voir quels sont nos impacts au sein de l'entreprise grâce aux cartes du jeu et voir quelles actions on peut mettre en place. En fait, dans le jeu, si on répond bien à des questions, on gagne des bonus. C'est tout ce qu'on peut faire en faveur de la biodiversité. Et l'objectif est de donner des idées d'action. On agit sur tous les facteurs d'impact qu'on peut avoir sur la biodiversité, que ce soit l'artificialisation, la surexploitation du vivant, le réchauffement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes.
Une fois qu'on a fait tout ça, on peut valoriser ce que l'on a fait en devenant une entreprise engagée pour la nature. C'est un engagement qui est porté par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Ça consiste en un engagement, on signe 10 principes et ensuite on doit faire un plan d'action. Et donc on vous accompagne pour cela. On peut le faire en méthode rapide, on peut effleurer le sujet en 2 heures avec un atelier qui va nous permettre de voir quelles sont nos dépendances à la nature, donc quels services écosystémiques on reçoit, quels sont nos impacts, quels risques et opportunités cela apporte et voir les actions ensuite à mettre en place. On va pouvoir faire ça aussi de manière beaucoup plus intensive grâce au DIAG BPI qui va être lancé à partir de lundi, qui est destiné plutôt aux PME et TPE. C'est un diagnostic qui est pris en charge à hauteur de 40% pour vous accompagner justement dans vos démarches. On peut aller encore plus loin, puisque oui, on peut faire plein de choses pour la biodiversité. Vous pouvez venir découvrir le site. On propose des séminaires éco-inspirants où justement on va vous accompagner. Vous pouvez donc travailler sur vos thématiques RSE par exemple. Et l'après-midi, on va s'occuper de vous. On va faire donc, par exemple le jeu, aller visiter les infrastructures qui ont été mises en place et on adapte le sujet en fonction de vos thématiques. On peut aussi mesurer la biodiversité qu'il y a sur vos terrains, parce qu'un des challenges pour ceux qui sont encore soumis à la CSRD, parce que la CSRD est en train d'être modifiée, vous devez prendre en compte la biodiversité. Il faut aussi avoir des outils de mesure, et un des outils de mesure qui est faisable, qu'on peut mettre en place, c'est de mesurer la biodiversité qu'on a en place sur le site. Donc on peut vous aider à faire cela. On a aussi plein d'autres solutions, et je serais ravi de vous en parler juste après. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que, comme un teasing, vous pouvez commencer à nous décrire un tout petit peu le site et les enjeux de biodiversité, en quelques mots? Notre site? Alors sur notre site, il n'y avait rien du tout. C'était une friche, donc friche minière. Ouais, c'est là que je vois que mon micro marchait vraiment pas bien. Donc c'était une friche minière, il n'y avait rien, donc on l'a récupéré et ils ont mis en place ensuite tout ce qui va être des haies pour faire le pourtour du site. On a géré aussi l'eau du site, toutes les autres toitures sont récupérées, il y en a une partie qui est réutilisée pour nos toilettes, l'autre partie est remise dans notre mare. L'objectif ça a été de gérer les eaux pour que ça puisse s'infiltrer. Le schiste c'est hyper perméable, ça pénètre très rapidement dans le sol et donc on a fait des nous d'infiltration. Aujourd'hui, on a plein d'espèces végétales liées aux zones humides grâce à la mare qu'on a mis en place. On a aussi des tritons sur le site. On a plein d'espèces d'oiseaux grâce aux haies diversifiées qu'on a mises en place. Et on a laissé des endroits un peu test aussi, où on n'a rien fait, pour voir comment ça se développait sans notre action. Et ben, du coup, on a eu aussi des espèces très intéressantes grâce à ça. On a pu augmenter la biodiversité du site, parce qu'on a eu les espèces pionnières qui se sont développées sur ces endroits où on a tout laissé. Et on a aussi toutes les espèces qu'on a pu ramener sur le site pour booster l'endroit. Ça c'est une très très bonne question. Je dirais plusieurs milliers de mètres carrés, je sais pas, 1000, 2000 mètres carrés, je dirais à peu près. Bon, il y a tout un gros parking, plus de quoi accueillir 60 collaborateurs. Alors oui, la biodiversité peut aussi se jouer en ville. Il y a de plus en plus de certifications aussi des bâtiments. Je ne sais pas si vous connaissez les Biodiversity, EFI Nature, BREEAM ou BREEAM en français. Ça vous permet justement de prendre en compte la biodiversité. Il y a des actions à faire. Par exemple, vous pouvez mettre des plantes grimpantes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de foncier forcément qu'on peut ne rien faire pour la biodiversité. On peut aussi inclure sur le bâti, par exemple, des nichoirs. On peut mettre des hôtels à insectes. Ce sont des actions simples à mettre en place. Et on peut aussi venir sensibiliser vos collaborateurs. Parce que dans la biodiversité, je l'ai dit, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. Il n'y a pas que les aménagements. Et il va falloir aller plus loin et aussi changer le modèle économique. Et on est là aussi pour vous accompagner sur tout ce qui est changement de modèle économique. Alors ça dépend. Si on parle d'Odyssée, c'est énormément de collectivités et aussi des entreprises. En fait, pour le coup, on fait vraiment de tout. On fait à la fois de la communauté d'agglo, on fait des communes. Ah non, on fait au niveau de la commune. C'est des plans, par exemple, on les accompagne sur des ABC, par exemple, sur les communes, etc. Donc là, on les accompagne sur ça.
Moi, je fais aussi des particuliers. Et donc là, pour le coup, les mairies me payent pour faire de la sensibilisation auprès des habitants et mettre en place des projets dans la commune. Ça, on l'a déjà fait. Par exemple, la ville de Marquette, qui est juste à côté. On a fait un atelier justement de jeu. On a mis en place des nichoirs pour chauves-souris. Ça a été mis dans une démarche un peu plus large. En fait, on a fait aussi un relevé de la biodiversité sur toute la commune, voir où c'est plutôt intéressant de mettre les nichoirs, voir aussi quelles étaient les autres potentialités sur la commune, etc., etc. En fait, on peut aller beaucoup plus loin et il y a différentes manières d'accompagner les communes ou entreprises. Alors, le dernier qui est venu, c'était la SNCZ. C'est pas la SNCF. C'est une boîte d'anticorrosion. Donc c'est une boîte qui travaille plutôt dans la chimie. Ils rajoutent des pigments dans les peintures pour que ce soit anticorrosif. Ils sont venus faire une formation et voir ce qu'ils pouvaient faire sur leur site. Avant, on a eu la communauté d'agglo de Béthune. Donc on a vraiment un public très large. Désolé, on a écoulé le temps imparti. Merci Brieux pour la présentation. N'hésitez pas à flasher le QR code pour rester en contact. Et on passe au pitch suivant. Et on accueille Mickaël. Merci. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Top, on y va. Je suis venu vous partager l'histoire d'une entreprise qui s'appelle Urbasens, que j'ai cofondée en 2015. Mais juste avant de vous en dire un peu plus, j'ai besoin de vous raconter la face cachée d'un truc qui paraît évident pour tout le monde, qui est qu'on végétalise les villes de plus en plus. Aujourd'hui, alors depuis les dernières municipales, ça s'accélère encore. Et ça fait à peu près une cinquantaine d'années maintenant que quand on plante des arbres en ville, on utilise une technique qui est un peu particulière, qui consiste à, vous l'avez sûrement déjà vu, faire une motte de terre, une boule, à l'intérieur desquelles il y a des racines. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'avant d'arriver dans notre ville, vous avez tous en tête un arbre, un jeune arbre qui est en train de pousser sur un trottoir près de chez vous. Avant que cet arbre il arrive là, il était dans un champ. Et un jour, on est venu, on a coupé ses racines, on a mis ses racines, donc ça, on a fait une motte de terre qu'on est venu mettre sur le trottoir. Et maintenant, je vais vous raconter pourquoi je vous dis ça. En 2015, quand je crée Urbasens, avec mon associé qui est agronome, et moi-même je suis paysagiste, vous allez voir, c'est pas complètement neutre. Nos prospects, les villes de France, nous disent une chose. Mes arbres poussent bien pendant 5 ans, parfois 6, 7. Mais globalement, quand je plante un arbre en ville, il est censé pousser pendant 20 ou 30 ans. Et globalement, j'ai une part de ces arbres qui n'atteint jamais sa 10e année, qui est bien trop forte, bien trop importante. Et ça pose un vrai problème. Alors dans l'absolu, on se dit, on a juste à les remplacer, ceux-là, c'est quelques ratés. Sauf que, alors qu'on doit végétaliser de plus en plus la ville, ce qu'on appelle les crédits de fonctionnement, donc c'est l'argent qu'a une collectivité pour gérer ses dépenses de tous les jours, eux sont stables. Donc, par arbre, on a moins d'argent. Et ça, c'est vrai depuis une vingtaine d'années et c'est en train de s'aggraver aujourd'hui. Du coup, on se retrouve dans une situation où on a de l'argent pour investir et planter des arbres en ville, mais on a peu d'argent pour assumer l'échec au bout de 7-10 ans. Ça ne marche pas. Et nous, on arrive à ce moment-là avec une idée qui n'est pas la nôtre tout à fait. On va pouvoir y revenir sur l'historique si ça vous intéresse. Et c'est une idée qui permet, avec de la low-tech, de résoudre l'enjeu qui est comment j'aide mon arbre à fabriquer des racines. Parce qu'une fois que mon arbre il est sur mon trottoir, il n'a pas beaucoup d'autres options que de fabriquer des racines pour aller chercher à boire et à manger, pour le dire simplement. Et alors en fait, l'astuce, le hack, c'est de mettre des capteurs d'humidité. Donc je vous simplifie un petit peu le propos, derrière il y a un peu de science quand même. Mais en mettant des capteurs d'humidité dans la terre, on arrive à savoir si une racine est en train de boire ou pas à cet endroit-là. Ça a l'air assez évident après coup. C'est-à-dire qu'une racine qui fait bien son travail, elle prend l'eau dans le sol pour l'envoyer vers la feuille. Un arbre, un végétal, globalement, c'est une pompe à eau, entre autres. Et donc, on arrive à voir l'empreinte de cet assèchement en mettant des capteurs d'humidité dans le sol et en faisant des relevés suffisamment souvent. En 2015, on arrive avec cette proposition en disant on va vous aider à vérifier si la racine elle pousse et on va vous aider avec de l'arrosage. On va faire en sorte que quand on irrigue ces arbres, l'eau aille bien aux racines. Donc quand elles n'ont pas beaucoup poussé, on n'arrose pas beaucoup. Et puis quand elles ont beaucoup poussé, on va apporter plus d'eau d'un coup. En quelques années, ça a été une traînée de poudre. Aujourd'hui, donc on fête nos 10 ans cette année. C'est pas loin de 300 territoires, collectivités en France qui, chaque année, nous font confiance sur des projets. Et l'ordre de grandeur, c'est 700-800 projets en France, en Suisse, en Belgique. Et là, on est en train de
avoir des marques d'intérêt, merci, sur l'Allemagne et la Hollande, où on s'aperçoit qu'en fait, ce savoir-faire qui consiste à regarder où les racines sont pour bien arroser n'existe nulle part ailleurs. Et on en est là aujourd'hui. Mais on a joué à un jeu assez sympa. Vous avez tous vu un terrain de foot, bien vert. Je ne parle pas des terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, je parle des terrains d'honneur du quotidien. Il y en a 12 000 en France. Il y a forcément près de chez vous un club de foot qui a son terrain d'honneur avec de l'herbe qui pousse dessus. D'accord ? On a joué à mettre les mêmes capteurs et à utiliser la même technique sur les terrains de foot. Et là, c'était presque magique, ça marche exactement pareil. Alors mes capteurs, je ne les mets pas exactement de la même manière. Je les mets à différentes profondeurs sur quelques dizaines de centimètres. Et ensuite, je ne vais pas travailler de la même manière non plus parce que souvent, c'est des systèmes d'arrosage intégrés. D'accord ? Ça fait maintenant la 5e année qu'on suit des terrains de foot. La moyenne, l'ordre de grandeur d'économie d'eau en année 1, c'est 3000 m3 pour des terrains qui initialement ont consommé 7000. On n'est pas loin d'enlever la moitié d'une consommation en eau gaspillée, d'accord, qui ne sert à rien. C'est pas, et derrière, on a des effets collatéraux, c'est que le gazon de notre terrain fabrique des racines plus profondes, bien sûr, pour aller chercher l'eau plus bas. Et donc là, si on fait un petit produit en croix assez sympa, si on considère 3000 m3 d'économie d'eau sur 12 000 terrains d'honneur en France, ça fait 36 millions. Donc le projet aujourd'hui, un des projets pour Urbasan, c'est non seulement d'aider les villes sur la végétation, les arbres qu'elles plantent, tout ce qu'on sait déjà faire et le faire plus et encore mieux, mais c'est aussi d'aller chercher 36 millions de mètres cubes d'eau à économiser chaque année et qui sont aujourd'hui complètement gaspillés. Voilà, donc aujourd'hui c'est une équipe d'une 30aine de personnes. On travaille, comme je vous disais, un peu partout en France. On cherche des collaborateurs, on cherche des investisseurs. Il faut y aller maintenant, on n'a pas le temps. Mes collègues juste avant l'ont bien démontré aussi. Voilà, donc si jamais ça vous inspire, ce sera avec plaisir pour continuer à discuter. Peut-être avez-vous quelques questions ? C'est pas grave. L'ordre de grandeur ou comment on les économise ? Comment on les économise ? Aujourd'hui, ce qui est important quand on parle d'économie d'eau, c'est l'avant-après. C'est la situation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je consomme 7000 m3 sur mon terrain de foot ? Aujourd'hui, de mars à octobre, pour compenser le fait qu'il ne pleuve pas assez, 2 à 3 fois par semaine, ce qu'on appelle les intendants, donc c'est les gens qui s'occupent de ces terrains-là, arrosent, irriguent, avec des systèmes, vous savez, des systèmes qui irriguent le terrain plutôt la nuit. Et le total de cet arrosage-là, en général, en France, représente à peu près 7000 m3 par an. D'accord ? Exactement. C'est des arrosages de précaution, un peu comme on paye une police d'assurance. Parce qu'ils n'ont pas d'outils de mesure, ou en tout cas que les outils de mesure ne sont pas suffisants. Et donc là, le fait de mesurer et surtout de les accompagner, parce qu'il y a une partie très anxiogène. Imaginez qu'on vous enlève une pédale de frein sur une voiture, c'est un peu l'émotion qu'elle ressente, à enlever un arrosage le mardi. Parce que le mardi, d'habitude, on arrose, et là, on va dire, bah non, on va le passer au jeudi. Et progressivement, comme ça, on arrive à grignoter de la consommation inutile. Alors, exactement, on mesure une valeur qui s'appelle la tension hydrique du sol, ça revient à l'humidité, d'une manière ou d'une autre, et on la mesure souvent et à différentes profondeurs. Alors souvent, c'est 3 fois par jour à peu près, au moins 3 fois par jour, et à différentes profondeurs. Et ça nous permet d'avoir l'empreinte d'assèchement. Donc c'est chaque heure passant, ma racine enlève un peu plus d'eau de la terre, et c'est cette empreinte-là que je mesure. Et il y a un moment où cette empreinte est plus forte que si je n'avais pas de racine. Et c'est ça qu'on s'est détecté. Top, je vous écoute. La question est, est-ce qu'il y a des choses à développer sur l'agriculture ? Alors, il y a déjà des techniques, des technos, il y a déjà des prestataires, il y a déjà des champions français aussi sur ce domaine-là, sur la partie irrigation. Donc, pour le moment, nous, on a pris cette décision stratégique d'aller vraiment sur le milieu urbain. Comment on fait pour ? Parce qu'il y a un enjeu que je n'ai pas cité, qui n'est pas neutre, c'est nos villes doivent se végétaliser pour s'adapter aux variations climatiques et aux chocs. Rafraîchir, gérer l'eau pluviale. Mais tout ça, ça va se faire que si cette nature urbaine est bien ancrée. Sinon, elle va pas tenir. Donc le parti qu'on a pris stratégiquement pour l'instant, c'est de se concentrer sur la partie urbaine, mais il y a aussi fort à dire sur l'agricole. 100% d'accord. Ah. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi je dis low-tech alors que c'est de la tech ? En tout cas, c'est plutôt une conviction chez nous, et je vais vous expliquer un peu plus ce que ça veut dire chez nous. Je l'ai dit assez vite, mais il y a une partie tech chez nous. Mon point, c'est que le capteur dont on parle, on le qualifie de low-tech, nous, parce qu'il a été développé dans les années 60, et c'est du sable
qui est encapsulée à l'intérieur d'une gaine métallique, à l'intérieur desquelles il y a une anode, une cathode, donc 2 bouts de métal. Et le parfait fonctionnement de ce capteur repose sur la bonne connaissance et la densité de ce sable. Et on va mesurer en fait, en mesurant la conductivité électrique à l'intérieur, si c'est sec ou humide. Donc, nous, on pense que ça vaut le vocable low-tech par comparaison aux autres gammes de capteurs de la NASA qui existent. Et c'est des capteurs qui coûtent 30 €, disponibles partout, facilement accessibles. Il y a de la techno, là où elle est, la techno, elle n'est pas dans ce capteur. Là, c'est vraiment 2 fils de cuivre qui vont dans un bout de sable. Je simplifie le propos encore, mais par contre, là où il y a de la tech, et là où on ne peut pas dire c'est de la low-tech, c'est toute la partie qui consiste à choper cette donnée 3 fois par jour. Donc là, on est à plein dans les technos de l'IoT, par exemple, et avoir ensuite des serveurs qui calculent des choses. Donc là, on n'est clairement plus dans la low-tech. Un point important quand même, parce qu'il y a un enjeu qui n'est pas complètement neutre à mettre de l'électronique dans les espaces verts. Ça, c'est quelque chose qu'on a très tôt, on s'est interrogé dessus, ce que ça veut dire et quels sont les engagements qu'on peut prendre, nous, émetteurs de cette électronique. Et donc, l'engagement qu'on a pris assez tôt, c'est de garantir à vie les cartes électroniques qu'on met dans la nature. Pour assumer le fait que notre modèle économique, il est complètement embarqué dans cette histoire et qu'à chaque fois qu'on a une carte électronique qui a un problème quelque part, on doit, nous, fabricants, son remplacement immédiat. Voilà. Donc ça, c'est un engagement fort. Ça ne résout pas tous les problèmes d'empreinte, mais les autres ne le font pas. Voilà.